Voilà, après, bien sûr. Moi, j'ai bien préparé, j'ai juste trouvé une citation de Georges Perec pour vous dire d'où j'écris. Quelque part, je suis étranger à quelque chose de moi-même, quelque part, je suis différent, non pas différent des autres, différent des miens. C'est pour vous expliquer un peu, ben, voilà, moi, d'où j'écris. J'écris parce que en fait, je suis fille d'exilés, fille de ces exilés, mais que je suis née en France. Donc, effectivement, quelque part, je suis étranger au mien. J'ai oublié ma langue maternelle, je suis en train de la rapprendre. Le vietnamien, quand je suis arrivée à l'école, je ne parlais pas français. Et maintenant, j'écris en français et je lutte pour retrouver des mots en vietnamien. Donc, j'écris de cet espace un peu étranger entre ces deux langues, cette langue maternelle que j'ai oubliée et ma langue. Évidemment, dans tout ce que j'ai entendu ce soir, c'est très émouvant et je suis très honorée de recevoir ce prix parce que tout ce que vous avez pu dire, que ce soit de Sophie Gigot, ou Madame Françoise Leblanc, enfin tout ce que voilà, cette belle ville de Lille, évidemment, ça rejoint beaucoup de choses, puisqu'en fait, j'écris des fictions, je suis aussi journaliste à l'Obs, et en fait, pendant toute ma carrière, j'ai passé mon temps à écrire sur des exilés. Je suis allée beaucoup à Calais, je suis allée beaucoup à Lampedusa, dans ces frontières, dans ces lieux. En fait, j'ai mis du temps avant de m'intéresser à la propre histoire de mon précédent livre qui s'appelait Le silence de mon père. Et d'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait plus un autre prix de la Porte Dorée sur l'exil. Donc, il y a eu le prix de la Porte Dorée et était justement une enquête sur l'exil de ma famille. Parce qu'en fait, pendant 15-20 ans, je me suis rendu compte que j'avais travaillé sur des exilés et j'avais jamais posé de questions à ma propre famille. Donc, mon père a eu un AVC, il ne peut plus parler, et je n'avais pas, enfin, j'avais tourné un peu en rond en parlant à d'autres exilés avant même de m'intéresser à cet exil-là. Pourquoi? Parce que je pense que l'histoire de l'exil, ça tourne toujours autour de silence. C'est pour ça que j'ai cité Georges Perec. Georges Perec, c'est la disparition. Donc, quand il écrit la disparition, c'est comment écrire un livre à partir d'une disparition. Cette disparition de la lettre et aussi la métaphore de la disparition de ses parents. Là, il y a un livre que j'aime beaucoup qui est W, au souvenir d'enfance, où il tourne toujours autour de ce silence. Moi, je pense que finalement, mon travail d'écriture, il est comme ça. En fait, il tourne toujours autour du silence. On a parlé tout à l'heure de Toni Morrison. Toni Morrison disait que c'est aussi pourquoi on écrivait. On écrit parce qu'on veut en fait combler les récits manquants. Et c'est quoi les récits manquants? Les récits, ces récits manquants, c'est ces récits qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas entendus. Dans mon cas, ce sont ces récits d'exilés que je n'ai pas entendus. Et voilà, que quand j'étais petite, donc je vous l'ai dit, je ne parlais pas, enfin, quand je suis arrivée à l'école, je ne parlais pas français, mais après, pour devenir parfaitement française, je suis née en province, donc je suis née au Mans, et j'étais la seule petite fille d'origine étrangère, j'étais la seule non blanche. Dans toute ma scolarité, j'étais la seule non blanche. Donc j'ai passé toute ma jeunesse à vouloir être comme les autres, donc comme des blancs. Et ça s'est passé beaucoup par la lecture. Et c'est vrai que dans les livres, quelquefois, c'est un peu étrange. Je me rappelle la première fois que j'ai lu un livre qui parlait du Vietnam, c'était Un Américain bien tranquille, de Graham Greene, qui est un roman. Mais en fait avec un personnage féminin vietnamien qui est une prostituée, et il a cette phrase et il dit voilà, les femmes asiatiques, ce que j'aimais beaucoup avec les femmes asiatiques, c'est qu'elles étaient comme des petits oiseaux, elles pépiaient et gazouillaient sans cesse. Je me suis dit quel destin pour moi en fait d'être un petit oiseau qui va gazouiller sans cesse et qui n'aura pas la parole. Et c'est vrai que quand je regardais des films, c'était pareil. Quand je regardais Apocalypse Now ou Full Metal Jacket, les personnes qui jouaient les Vietnamiens ne parlaient pas vietnamien en fait. Je vous le dis, puisque en fait, il faut parler un peu vietnamien pour s'en rendre compte. En fait, ils prenaient des figurants mais qui disaient n'importe quoi et qui parlaient une espèce de charabia qui était censée être le vietnamien. Donc en fait, c'est très étrange quand vous grandissez que les gens qui sont censés vous représenter sont donc soit des oiseaux qui gazouillent, soit des personnes qui ne parlent pas. Et donc finalement, je pense que via la fiction, c'est une façon de donner la parole à des personnages qui
voilà, sont souvent objectivisés, ils ne sont jamais des sujets. Donc la tour, on va revenir encore à Pérec, la tour c'est un hommage à Pérec en fait, puisque Pérec avait écrit ce roman que j'adore, qui s'appelle La vie mode d'emploi. Et La vie mode d'emploi est sortie en 78, et en 78 c'est quand on a érigé ces fameuses tours des Olympiades. Et donc moi ces tours des Olympiades, ça a longtemps été un endroit mythique, avec une espèce de rapport amour-haine pour moi, puisqu'en fait, je vous l'ai dit, je viens du Mans. Et donc le Mans pour moi c'était la ville qui représentait la France, la belle France blanche. Et en fait on allait tous les week-ends au Mans, tous les week-ends à Paris, acheter à manger asiatique, puisqu'ils ne pouvaient pas acheter de nourriture asiatique au Mans à l'époque, et on allait voir la famille. Donc moi pendant très longtemps, Paris c'était Chinatown, Paris c'était la dalle des Olympiades. Et donc j'avais cette espèce de rapport vraiment d'amour-haine, parce que ça me rappelait trop mon altérité, Paris. Paris, c'était cet endroit plein d'Asiatiques, alors que moi, je voulais être blonde aux yeux bleus, je voulais être comme Sophie Gigot. Donc voilà, c'était très compliqué pour moi, et donc en grandissant, je me suis rendu compte aussi, d'ailleurs j'habite, non pas à Belle, mais j'habite dans un autre quartier chinois, donc encore on va rattraper ses origines. Et donc j'avais envie de, pour revenir à Pérec, je me disais, qu'est-ce qu'il raconterait aujourd'hui Pérec? S'il racontait toujours ses romans, puisqu'il avait dit roman avec un S, je voulais faire des romans, mais qui se passeraient dans un immeuble moderne, qui raconterait la France d'aujourd'hui. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il aurait raconté s'il avait situé son roman dans un immeuble moderne, et donc c'est cette tour fictionnelle que je place aux Olympiades. Parce qu'en fait, pour moi, l'architecture, ça raconte aussi nos vies. Ne serait-ce que par exemple dans l'immeuble de Pérec, c'est un immeuble traditionnel haussmannien. Donc, le centre de l'immeuble haussmannien, c'est l'escalier. Dans un escalier, on se croise, on se parle. Alors qu'en fait, dans un immeuble moderne, je le sais parce qu'on a déménagé mon travail dans un immeuble moderne, vous voyez qu'il n'y a plus d'escaliers. Les escaliers, ils sont cachés derrière des coupe-feu. Donc en fait, on ne peut plus jamais prendre l'escalier ensemble, et on se retrouve enfermé dans ces ascenseurs où on a hâte en fait de couper toute interaction sociale. Quelque part, je trouve que ça raconte beaucoup en fait la modernité et nos vies. Enfin, ces immeubles modernes où il n'y a plus d'escaliers, enfin les escaliers sont cachés, et il y a cet ascenseur. Et donc je voulais raconter, donc évidemment ces tours, ce sont des tours d'exilés, donc il y a des tours de Babel, il y a plein d'histoires. Donc à partir de cette tour, j'ai été en fait envahie par plein d'histoires. Mon premier personnage en fait, donc je crois que l'une des lectrices expliquait que ce roman est sarcastique. Effectivement, il peut être un petit peu grinçant parfois. En fait, mon premier personnage, il est sartois comme moi, et je dis souvent que c'est mon double canin. Et en fait, il s'appelle Clément, et il est obsédé par le grand remplacement. Et il se prend pour le chien de Houellebecq. Il pense qu'il est la réincarnation du chien de Houellebecq. Alors ce personnage, en fait, j'y tiens beaucoup. C'est vraiment mon premier personnage. Et c'est après que la tour, les Olympiades, tout ça est venu griffer à ce personnage. Pourquoi? Je vais vous raconter une histoire qui commence à Lille. Enfin, qui commence pas que à Lille, mais qui a lieu aussi avec Lille. Il y a assez longtemps, je suis allée à Lille pour un reportage. Je suis allée rencontrer des garçons très sympathiques qui ont monté le bar identitaire. Vous voyez ce que c'est? Et donc, en fait, on a eu une très longue discussion. Alors, c'était avant qu'ils soient très connus, hein, les émissions d'envoyés spécial et tout ça. Donc, ils avaient dans leur bar, ils vendaient plein de porte-clés, Charles Martel, enfin, plein de trucs comme ça. Et en fait, ils m'ont expliqué pourquoi le grand remplacement c'était mal. En fait, ils m'ont expliqué pourquoi je n'avais rien à faire en France. C'était très intéressant parce que, en fait, j'ai compris en leur parlant qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête. Et puis, bon, il se trouve qu'après, j'ai rencontré beaucoup d'identitaires, pas que en France. J'ai fait des rassemblements ça s'appelait pas encore Reconquête, mais j'ai fait des rassemblements de fans d'Éric Zemmour. Alors déjà à l'époque de Nicolas Sarkozy, j'ai fait le tour de France où on apprenait ce que c'était l'identité nationale, mais chaque fois je me rendais compte que je ne faisais pas partie de cette identité nationale, ce qui était assez intéressant. Donc en fait, voilà, en Europe, j'ai rencontré plein d'identitaires de partout. Ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que quand vous allez voir un néo-nazi en Autriche ou un néo-nazi en Bulgarie,
d'ailleurs là j'étais en Lettonie récemment, en fait ils disent tous la même chose, ils sont parfaitement mondialisés. Eux en fait pensent que leur pire peur c'est le métissage. Donc effectivement c'est vrai que... et donc par exemple, alors ils sont par exemple très anti la colonisation, donc ça on s'est retrouvés d'accord par rapport à ça, parce qu'effectivement je n'étais pas pour la colonisation, mais eux c'est pour une autre raison, c'est parce qu'ils pensent qu'en fait chacun aurait dû rester dans son pays, et ça aurait été bien mieux, et comme ça il n'y aurait pas eu de mélange. Et ils sont dans cette espèce d'utopie, puisque pour eux c'est une utopie, d'un peuple qui ne se mélange pas, ce qui est faux historiquement, puisqu'il y a toujours eu des mélanges, il y a toujours eu des migrations, et en fait la différence c'est comment on voyait l'étranger. C'est vrai qu'à une autre période on ne voyait pas l'étranger comme ce spectre miséreux qu'on voulait chasser. Donc en fait moi c'est vrai que je suis un peu obsédée par ce mouvement que j'ai vu, voilà, dans ma pratique journalistique, que j'ai vu devenir de plus en plus présent dans l'espace public. Effectivement, moi je me suis rendu compte que chaque fois que j'écrivais sur les réfugiés, notamment sur des naufrages de Lampedusa, en fait je me retrouvais avec des tonnes et des tonnes de commentaires d'insultes et de gens qui me disaient, par exemple si j'écrivais sur un naufrage à Lampedusa, que je racontais l'itinéraire de telle ou telle personne qui était morte, il y a des gens qui écrivaient « tant mieux, ça en fait toujours un de moi », tout le temps. Et donc, en fait, à force, c'est vrai que c'est assez étrange, ça vous met dans une... Enfin bon, vous voyez des choses... Bon, c'est surtout que vous voyez en fait cette haine qui grimpe en fait au fur et à mesure des années. Tout à l'heure, on a évoqué aussi la différence entre réfugiés et migrants. Alors c'est vrai que je sais que souvent on dit que la communauté asiatique est vue comme la minorité modèle. Mais là encore, ça c'est des choses qui sont totalement... c'est une instrumentalisation politique. Alors il est vrai que dans les années 70, politiquement, on a dit que les migrants asiatiques seraient considérés comme des réfugiés. Mes parents ont eu très vite leur papier. Par exemple, ils ont eu très vite leur naturalisation. En fait, tout ça n'était qu'une histoire de contexte, parce qu'on était encore dans une période de post-guerre froide, et donc le communisme était encore un ennemi, et donc comme les Vietnamiens fuyaient le régime communiste, il est vrai que ce qu'on appelait le RPR à l'époque, a aidé les réfugiés asiatiques, parce qu'il y avait aussi un agenda politique derrière. En 2015, vous vous rappelez quand il y a eu la photo du petit Thaïlande, j'ai cru à un moment que l'opinion publique allait shifter. Après, il y a eu les attentats, et en fait, ces mêmes réfugiés syriens sont redevenus des migrants dont on ne voulait plus. Cette année, je suis allée en Biélorussie, parce qu'il y avait on appelait ça la guerre hybride de Poutine contre l'Europe. Poutine a envoyé des réfugiés qui venaient du Kurdistan en leur disant qu'ils pourraient rentrer. Et puis la Pologne n'en voulait pas. Et la Pologne a même fait un mur pour ne pas les accueillir. Et donc ils sont restés dans des forêts alors qu'il faisait moins de degrés. Un à 2 mois après, la guerre en Ukraine éclate et je retourne donc à la frontière, mais un tout petit peu plus bas. Et là, je vois en fait la différence que c'est quand on considère les gens comme des vraies personnes et comme des réfugiés qui fuient la guerre, ce qui était le cas avec les réfugiés ukrainiens. Alors à la fois, c'était merveilleux de voir cette solidarité, et à la fois, quand ça fait 15-20 ans que vous suivez ce sujet, c'est très étrange aussi. Et j'aide beaucoup d'Ukrainiens, donc je sais pas du tout, je suis très contente qu'il y ait eu cette solidarité. Mais bon, c'est pour vous dire à quel point ce mot, réfugié, migrant, il est toujours utilisé il y a une instrumentalisation politique derrière ce mot. Alors moi, dans ma tour, justement, ce sont des... Voilà, je ne sais pas comment on pourrait les dire, ce sont des réfugiés, des exilés, ce sont surtout des gens qui ont envie de raconter leurs histoires, qui racontent leurs histoires.
En fait, il y en a tellement qu'ils ont même colonisé les notes de bas de page. Il y a plein de notes de bas de page dans ce livre. Mon éditrice était très malheureuse quand je lui ai dit ça. Elle ne voulait pas les notes de bas de page. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais que dans l'espace de la page, il y ait aussi cet espace de la tour. Parce que j'ai des personnages qui habitent dans les sous-sols et qui sont justement les invisibles. Tout à l'heure, Sophie Gigot parlait justement de l'invisibilité de ces gens qu'on ne veut pas voir. J'ai voulu l'incarner en fait dans ce roman, à la fois dans la page. Alors, tout à l'heure, quand je parlais de récits manquants, moi c'est vrai que j'ai souvent eu l'impression que nos récits, les récits des exilés, c'était des notes de bas de page dans les livres. J'en parlais avec Raoul Peck qui a fait un magnifique documentaire sur la suprématie blanche. Et effectivement, dans l'histoire universelle, vu que les blancs en fait sont la référence universelle, mais toutes les histoires des non-blancs en fait ont été considérées comme des notes de bas de page. Et voilà, moi aussi je voulais qu'il y ait des notes de bas de page, non pas parce que les histoires, parce que j'ai plein de personnages qui n'existent que dans mes notes de bas de page, non pas parce que leurs histoires sont moins importantes, mais parce que voilà, c'est comme dans la vie, il y a des figurants qui arrivent comme ça, donc j'ai des personnages principaux aussi, des personnages de notes de bas de page, et c'était aussi voilà, la métaphore de ma tour, où il y a les visibles et les invisibles, ceux qui vivent au-dessus et ceux qui vivent en dessous. Donc voilà, pour toutes ces raisons, évidemment, je suis vraiment très fière de recevoir ce prix des racines et des mots, et en plus dans cette belle ville de Lille. Je vous remercie beaucoup.